Donc, j'expliquais donc tout à l'heure euh, la notion de fonction. Et je parlais du corps d'une fonction. Je ne sais pas si j'étais déjà sur l'exemple A avant que je me sois perturbé par Internet. C'est Oui, bon? vous étiez en train de définir, de nous montrer ce que fait la classe add avec le plus là, au niveau de la console. Ah, d'accord, d'accord. D'accord. Donc, je reviens donc sur la console ici. Et Oui, nous avons donc la fonction plus qui prend en entrée deux éléments. Chaque élément doit être du même, les deux éléments du même type, qui sont les types A, les types variables, et donne en sortie comme résultat un élément de type A. La contrainte que nous avons mise, c'est que A doit implémenter la classe node. Ça veut dire que A doit être soit un entier, soit un float ou un double. Donc, si je reviens donc sur le cours, euh, pour définir donc le corps d'une classe, nous écrivons le nom de le corps d'une fonction, pardon, nous écrivons le nom de la fonction, suivi de la liste de ses arguments. La liste de ses arguments, c'est les éléments de cette liste séparés par l'espace. Ce n'est pas par la virgule comme sur d'autres langages. Il n'y a pas de parenthèse à utiliser. Et après donc la liste des arguments, on écrit égal. Et la suite sur le corps de la fonction, là où nous décrivons donc tous les algorithmes pour implémenter la fonction. Voici un exemple. Nous avons donc la fonction add qui prend en entrée un integer, qui prend deux éléments en entrée et donne en sortie un entier. Le premier élément est un entier, le deuxième élément est un entier. Voilà comment la fonction est définie. Nous avons le nom de la fonction qui est add, premier paramètre, deuxième paramètre, égal. À la suite, donc, nous avons donc le corps de la fonction. Voilà le corps de la fonction qui n'est que une expression. Donc, à la suite de égal, nous allons toujours écrire une expression. Le code de la fonction sur Haskell est une expression. C'est pour ça qu'on dit que Haskell s'appuie sur les expressions lambda. En réalité, ce sont les expressions qui sont des fonctions en mathématiques. Ce sont les expressions en mathématiques. Alors voilà comment, généralement, on crée une fonction. Soit que lorsque tu veux créer une fonction de façon propre, tu écris dans la déclaration, dans le type, tu écris la déclaration, puis à la suite, tu écris la définition, comme nous avons fait ici. Nous avons la déclaration, nous avons la définition. Donc voilà l'exemple aussi d'une autre fonction. Alors comme je disais tout à l'heure, la valeur de retour d'une fonction, lorsque vous écrivez le code de la fonction, c'est une expression. Donc l'effort que vous allez faire, c'est écrire des expressions. C'est pour ça que nous commençons ici à introduire avec des expressions conditionnelles. Une expression conditionnelle, c'est une expression qui s'écrit sous la forme if condition, then. Ici, nous avons l'expression qui est retournée lorsque la condition est vérifiée. Et là, après le else, nous avons donc l'expression qui est retournée lorsque la condition est fausse.
Donc, c'est un peu comme sur d'autres langages. En C, je crois que ça s'écrit un peu de la même façon, seulement qu'il n'y a pas le del. Il faut noter ici que sur Haskell, il n'y a pas de if sans le else. Si vous écrivez le if, le else doit suivre. S'il n'y a pas le else, alors Haskell va se plaire. Par exemple, ici, nous avons A égale à 34. X, c'est la valeur si A est divisible par 5, alors nous 0. Dans le cas contraire, alors la valeur de X ici sera forcément 1, parce que 34 n'est pas divisible par 5. Permettez un instant, parce qu'il faut que de temps en temps je contrôle le chat. Si Paul a posé une question. Donc, il y a plusieurs façons de définir les fonctions. La première façon de définir les fonctions, c'est le pattern matching. Le pattern matching, c'est quoi? Je définis les valeurs, les valeurs de retour de chaque catégorie d'arguments que je connais. Par exemple, ici, pour le pattern matching, la fonction c'est semi qui prend en entrée un A et retourne une chaîne de caractères. Mais le type A d'entrée doit être un intégral. Je définis C1, semi1, ça donne la chaîne de caractères C, ou dans cela, tree dans cela. Et pour tout le reste qui n'est ni 5, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, on retourne tout simplement not between 1 and 5. Voilà une façon de définir, par exemple, la fonction CI. Et cette façon de définir, c'est ce qu'on appelle le pattern matching. Par exemple, la fonction factorielle. La fonction factorielle, c'est la fonction, le factoriel. Le factoriel, comme nous connaissons tous, le factoriel de 0 est défini comme 1. Le factoriel de tout autre nombre, c'est ce nombre-là multiplié par son prédécesseur. Donc, pour définir la fonction factorielle sur Haskell, nous utilisons par exemple le pattern matching. Le factoriel de 0, on connaît déjà, qui est 1. Pour tout ce qui n'est pas 1, son factoriel, c'est lui-même fois le factoriel du prédécesseur terminé. Donc voilà, pour définir le factoriel sur Haskell, on peut utiliser la méthode de pattern matching. Donc, il y a également cet exemple qu'on a donné. C'est une fonction qui prend en entrée une liste et retourne une chaîne de caractères. La notion de chaîne de caractères, liste de caractères peut aussi être écrite avec le type string. Tu verras que le type string existe très bien. Ici, nous disons si la liste vide, on écrit de liste empty. Si la liste n'a qu'un seul élément, voici comment on écrit la liste, on n'a qu'un seul élément. Alors là, l'opérateur 2 points, je vais profiter donc pour l'introduire, qui est l'opération de concaténation entre un élément et la liste. Donc, on peut taper ceci dans le terminal de Haskell pour voir son type. Si je viens là, dans le terminal de Haskell, le terminal parti, je vais faire GHGI, je tape Entrée, je fais donc 2.t, c'est le type de points.
comme ceci. Donc, il va me dire que ça prend en entrée un élément de type A, puis une liste de ces éléments-là et retourne une liste. Donc, on a ici l'élément, c'est ce qu'on appelle le prepend. L'élément sera mis au début de la liste, tout simplement. Donc, lorsqu'on écrit comme ceci, c'est pour dire que si j'ai un élément et une liste vide, ça veut dire que c'est une liste à un élément. Une façon de dire, si j'ai une liste à un élément, de liste has one element, concaténé avec la fonction show. La fonction show, c'est une fonction qui prend en entrée quelque chose, je ne veux pas trop détailler, et retourne en sortie une chaîne de caractères qui représente l'affichage de cette chose. Donc, ici, nous avons une chaîne de caractères. La fonction show est déjà dans le prélude. Donc, nous verrons donc l'unique élément qui est dans la liste. Et de la même façon, nous avons écrit ici lorsque la liste a deux éléments. On dit que la liste a deux éléments, voilà, on écrit chacun de deux éléments. Lorsque la liste a plus de deux éléments, je m'en fous du reste. Ça, c'est une façon de dire que je m'en fous du reste de la liste. Je veux dire que la liste est très longue. Et voilà les deux éléments au reste de la liste. Alors, cette écriture, c'est un race que vous allez généralement la rencontrer. C'est pour dire qu'on s'en fout du paramètre qui est ici. Le paramètre qui est à cette position, on s'en fout. Lorsqu'on s'en fout de ce paramètre, on peut remplacer ce paramètre par underscore. Alors, il y a une autre façon de définir la fonction qui est le what. Alors, le what, c'est quoi? C'est un peu comme, je vais dire, les if-else, mais vous regardez un peu une sorte de cas aussi. Ici, c'est une fonction qui me dit mon indice corporel, bien item. L'indice corporel, c'est une fonction qui vous permet de savoir si vous êtes en santé. Si votre poids est, comment on dit en français, underweight. Vous avez un sous-poids, c'est ça? Je ne sais pas si le terme c'est sous-poids. Vous avez un surpoids. Si vous êtes, si vous avez un BI supérieur déjà à 30, vous avez le surpoids. Dans le cas contraire, vous êtes obèse. Et voilà. Et pour calculer cet indice de masse corporelle, je crois que c'est votre taille divisé par votre masse au carré. Donc, votre masse divisé par votre taille au carré. La masse divisée par la taille au carré. Alors, on discute donc sur le BI, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle. On dit lorsque c'est inférieur ou égal à 18, alors on dit que vous êtes sous-poids. Lorsque c'est inférieur à 25, alors vous avez le poids normal. Lorsque c'est déjà inférieur à 30, donc vous êtes entre 25 et 30, vous commencez à être gras. Et là, lorsque c'est déjà supérieur à 30, on dit que vous êtes obèse. Alors ici, vous voyez que je parle, si vous avez des valeurs entre 18 et 25, 25 et 30, mais je n'ai pas écrit explicitement ici. Pourquoi? Alors la définition avec les boîtes vérifie d'abord la première condition. Si la première condition n'est pas vérifiée, il évalue la deuxième condition. Lorsque la deuxième condition n'est pas vérifiée, passe à la seconde. Lorsque
Si une condition est vérifiée, alors la fonction retourne à ce niveau-là. Terminé. Donc, du coup, pour évaluer par exemple cette deuxième, ça veut dire que votre indice de masse corporelle est déjà supérieur à 18. Lorsqu'il vient évaluer ici, il est en train de regarder si ce n'est pas entre 18 et 25. Lorsqu'il passe à ce niveau, il est en train d'évaluer si ce n'est pas entre 25 et 30. Ainsi de suite. Donc, voilà une autre façon de définir les fonctions. La troisième façon, c'est le where. Le where, ce n'est qu'une façon de dire, OK, concentre-toi en réalité sur les résultats. Après les détails, tu vas les faire. La même fonction qui nous donne l'indice de masse corporelle, nous pouvons l'écrire avec le poids et la taille. Alors, nous ne coupons pas trop du poids et de la taille. Nous disons que nous, à partir du poids et de la taille, nous allons obtenir l'indice. Et nous faisons notre même raisonnement. On dit que l'indice de masse corporelle, si on peut la calculer comme ceci. Le poids sur la taille au carré. Donc, la différence avec celle-ci, c'est quoi? Nous avons ici là une seule entrée qui est l'indice de masse corporelle. Alors qu'ici, nous avons deux entrées, le poids et la taille. Mais seulement que nous raisonnons exactement de la même façon. Nous faisons tout exactement de la même façon. Et nous disons que non. Le BI que nous avons utilisé là, voilà comment il doit en fait être calculé. On utilise dans la notion de where. La quatrième façon, c'est le net in. On peut utiliser le net in. Par exemple, je veux calculer l'air latéral d'un cylindre. Pour calculer l'air latéral d'un cylindre, alors la formule c'est 2 fois I fois le rayon fois la hauteur. En fait, 2 pi r ici va me donner la circonférence. Et h c'est la hauteur. Donc lorsque je fais ça, je calcule donc l'air latéral. Lorsque je fais ceci, je calcule en réalité l'air de la base des deux bases. Donc, lorsque j'utilise dans le net, je définis mes deux variables là, side area et top area. Alors, j'utilise le mot-clé in pour dire que voilà, retourne ceci. Retourne, voilà ce que la fonction retourne maintenant. À partir de mes deux variables que j'ai définies, le side area et le top area, j'additionne le side area avec le double du top area. Donc, voilà un peu comment la méthode de définition de fonction let et in fonctionne. Let te permet de définir des variables que tu peux combiner dans l'expression de retour. On a défini les variables avec le let. On a défini première variable, deuxième variable, puis on retourne. Voilà l'expression qu'on retourne en utilisant dans le mot-clé in. Il y a le case expression. Alors, le case expression, ça fonctionne aussi comme le if-else, mais seulement que lorsque tu as beaucoup de if et de if-else beaucoup, il faut utiliser la notion de case. Donc, voilà comment la syntaxe s'écrit. C'est case, expression, vous écrivez le mot-clé off. Ici, donc, à la suite, vous écrivez les différents patterns. Donc, lorsque l'expression aussi vérifie ce pattern, voilà le résultat qu'on retrouve. L'expression retournée. Si l'expression vérifie plutôt ce pattern, voilà ce qu'on retrouve, ainsi de suite. Donc, voilà un exemple aussi simple.
qui est describe list, qui prend l'entrée. List is retourne en sortie, puis chaîne de caractères. Ici, on dit que la fonction retourne la liste qui commence par deux listes. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre à la suite? Ce qu'on va mettre à la suite, c'est une autre liste. C'est une chaîne de caractères parce que on va concaténer par une chaîne de caractères. La chaîne de caractères là sera quoi? On dit, ok, nous allons donc discuter sur la liste que nous avons mis en œuvre. Nous allons discuter sur ça. Si la liste là est vide, alors nous concaténons à de liste 10, on va concaténer cette chaîne qui est empty list. Par contre, si la liste a plutôt un élément, voici ce que nous allons écrire à la suite de ceci. Dans le cas contraire, si la liste ne vérifie ni celui-ci ni celui-là, alors on va dire tout simplement que la liste est là. Et voilà. C'est des expressions qui ne sont pas, pardon, comment je vais les appeler, les méthodes de définition de fonctions, il faut juste s'habituer à cela pour pouvoir utiliser régulièrement. Ce n'est pas difficile. Il suffit de retenir bien la syntaxe, on peut l'utiliser régulièrement. Mais nous avons proposé une série d'exercices. Demain, nous allons faire les exercices. Ce sera une séance spécialement pour les exercices. Et vous allez vous familiariser à cela. Donc, c'est sans crainte que nous avons deux exercices qui peuvent utiliser ces syntaxes pour que vous vous habituez à cela. Donc, les lambda expressions, comme je le disais tout à l'heure, les lambda expressions, sur Haskell, je ne vais pas compliquer la définition, c'est juste les fonctions en comme je vous disais en entrée, Haskell est un langage où les fonctions sont first class citizen. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les fonctions comme variable d'entrée à une autre fonction. On peut utiliser les fonctions comme sortie d'une autre fonction. Donc, les fonctions sont utilisées partout dans Haskell. Donc, voilà. Lorsqu'on veut utiliser donc, une fonction anonyme, dans Haskell, on utilise ce qu'on appelle la notation lambda. Par exemple, ici, nous sommes en train de dire que nous définissons une fonction qui prend en entrée un x. Voici la valeur d'entrée. Et nous donne en sortie cet élément-là plus 1. Par exemple, ici, si nous tapons sur notre porte de Haskell, ceci, qui veut dire que nous avons une fonction qui prend en entrée x et ensuite retourne en sortie ce qui a été donné en entrée plus 1 et qu'on lui applique à 4. On lui applique à 4, alors on obtient 5. De même ici, nous avons donc une fonction qui prend plutôt en entrée deux paramètres, x et y, et nous retournons en sortie x plus y. Donc, on ne peut lui passer que deux paramètres. Le premier, c'est x, le deuxième, c'est y. On va donc obtenir x plus y. C'est 5 plus 5. 3 plus 5, 8. Y a-t-il des questions? Non, pas jusqu'ici, hein. Pour moi, ça va. D'accord. Je vais vérifier si l'autre n'a pas pris quelque chose sur le chat. D'accord, aucune question. Je suppose que c'est bon. Donc voilà les fonctions globalement. Donc, une vue, nous allons
Sous Haskell et généralement sur la programmation orientée fonctionnelle, la notion de fonction récursive est très importante. C'est pour ça que nous avons décidé d'introduire ça un peu ici. Et c'est quoi la notion de fonction récursive? Une fonction récursive, c'est une fonction qui, dans sa définition, s'utilise encore elle-même. La fonction n'a pas encore fini de se définir, mais elle s'utilise. C'est ça une fonction récursive. Et dans la notion de mathématiques, si je peux m'abuser de parler de cela un peu en mathématiques, c'est un peu similaire à la notion des suites qu'on appelle généralement suites récurrentes. Vous voyez que pour définir une suite récurrente, on définit un terme de départ. Généralement, on dit le terme à l'origine, c'est-à-dire qu'au premier élément. Généralement, on dit U0, voilà la valeur de U0. Mais pour définir un terme à l'indice n, on utilise les termes qui précèdent n, les autres termes qui précèdent n. Alors que ces termes ne sont pas encore définis. Mais pour pouvoir arriver au résultat, on est obligé de donner le terme à l'indice, je vais dire comme ça 0, ou bien à l'indice initial. C'est ce qu'on appelle généralement l'induction, globalement en mathématiques. Et c'est une notion que lorsque vous comprenez bien, vous allez résoudre beaucoup de problèmes concrets de la vie, aussi simplement en écrivant de façon, je vais dire, élégante, vos codes. Et Haskell, sur Haskell, c'est vraiment, je vais dire, majuscule. Très intéressant. Donc, ici, nous avons déjà utilisé la fonction factorielle ici. Nous l'avons définie de façon récurrente. Nous avons donné la valeur du premier terme, qui est 0. On a dit factoriel de 0, c'est 1. Mais regardez, dans la définition factorielle, nous avons encore utilisé factoriel. Factoriel n'a pas encore été fini de définir que nous utilisons déjà. Donc, ça, c'est un exemple de fonction récursive. Mais nous allons ici vous donner notre fonction, un autre exemple, qui est la fonction PGCD. Comment calculer le PGCD d'une fonction utilisant l'algorithme d'Euclide? Alors, l'algorithme d'Euclide s'appuie sur la propriété qui dit que pour calculer le plus grand diviseur commun entre deux nombres entiers, c'est égal au plus grand diviseur commun entre le deuxième nombre et le reste de la division du premier par le nombre. Du premier par le deuxième. Donc, c'est ça que j'ai décrit ici. Voilà ce que l'algorithme stipule. Le plus grand diviseur commun de deux nombres A et B, c'est le dernier reste non nul dans la division successive de A et de B. Qu'est-ce qu'on entend par division successive? On utilise donc cette propriété. Le plus grand diviseur commun entre A et B, c'est le plus grand est égal au plus grand diviseur commun entre B et R, où R est le reste de la division de A par B. Donc, si nous prenons notre exemple, nous voulons déterminer avec l'algorithme de Euclide le PGCD de A et de B.
Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous divisons A par B et on prend le reste. Donc, 782 divisé par 221. Le reste, c'est 119. Le quotient, c'est quoi? Le reste, c'est 119. Donc, maintenant, pour déterminer le PGCD entre 782 et 221, le PGCD entre 221 et 119. Parce que voici, le A devient B et le B devient dans le reste de la division de A par B. Et on reprend le processus. En faisant cela avec ces deux nombres, voilà ce qu'on obtient à la 17 comme le PGCD. Nous arrivons ici à la 4. Au quatrième étape, nous avons donc A divisé par B, nous donne donc quotient 6, le reste est 0. On a dit que dans l'algorithme de Clee, il dit que c'est le dernier reste non nul. Le dernier reste non nul, c'est 17. C'est celui-ci. Donc, nous mettons donc 17 comme le PGCD. Alors, comment implémenter donc cette fonction PGCD? Regardez comment c'est simple sur Haskell. En utilisant la récursion, et nous avons utilisé ici la méthode de Ward. Nous disons que le PGCD prend en entrée un type A, puis un deuxième type A et donne en sortie un type A. Mais ce type A doit être un intégral. Un intégral, c'est soit un int ou un integer. Donc, le A, c'est peut être un int ou integer. Donc, c'est les variables de type. Alors, nous définissons ça avec nous avons appelé ça comment? La méthode ici, c'est le quad. Nous définissons cela avec le quad. Nous disons que si la division du premier et du deuxième, le reste de la division du premier et du deuxième, parce que nous voulons sur le reste de la division. Si le reste de la division du premier et du deuxième est égal à 0, alors le résultat c'est le deuxième. Dans le cas contraire, j'appelle encore la même fonction sur le deuxième et le reste de la division du premier par le deuxième. Tout simplement. Et voilà, ça marche. Donc, je peux prendre ceci. Si vous ne croyez pas, je remplace dans mon repère. Donc, je peux enlever ça ici. Je peux enlever ceci. J'ai ceci, je peux agrandir pour que ça puisse. Donc, là, c'est pour bien indenter. Pour ceux qui ont fait Python, ils doivent comprendre pourquoi j'indente. Alors, une fois que j'ai écrit ceci, je peux donc exécuter cela. Qu'est-ce que je fais? J'entre dans mon repère GHTI. Et je fais maintenant load domaine. Je fais 2.L domaine. J'ai mis ça dans le même espace. Oui. Je fais donc entrer. Il a bien dit. Je fais donc my GCD. Quels sont les nombres là? Quelqu'un a ça ouvert devant lui. Je vais remettre le fichier. C'est prénom. Ici, dans notre exemple, c'est 182, 221. 882 et 221. 782. 801, c'est 782. Oui. 224. On a bien 17. Et voilà. Écrit aussi simplement. Donc voilà
Et nous passons donc à un niveau un peu plus élevé. C'est vrai qu'on arrive à 21 heures, on n'a pas fini, nous avons encore quelques petites notions. C'est vrai, au début, nous avons perdu quelques 15 à 20 minutes de retard. Nous avons accusé quelques 15 à 20 minutes de retard. J'espère qu'on peut rattraper cela pour que demain nous fassions. D'accord. Donc, je peux continuer jusqu'à la fin. Nous avons encore 10 minutes. Alors, les higher order functions. Les higher order functions, c'est les fonctions qui prennent l'entrée des fonctions et retournent aussi des fonctions. Alors, il y a la notion de query function. En réalité, sur Haskell, on ne va pas dire qu'une fonction prend plus d'un paramètre. Les fonctions prennent toujours un paramètre. Donc, à la base, Haskell, lorsque tu définis une fonction, il réduit tout ça à une fonction qui prend un seul paramètre et retourne une sortie, un résultat. Donc, Haskell ne fonctionne qu'avec le A vers A. Au fond, c'est comme ça qu'il fonctionne. Je vais vous prendre un exemple, la fonction max. La fonction max, c'est une fonction qui prend en entrée deux paramètres et retourne un paramètre. Si elle demande quel est le type de max, voilà, puisque max prend en entrée deux paramètres et retourne un paramètre qui doit implémenter la classe ordre, c'est-à-dire que c'est les éléments sur lesquels l'ordre est défini. Voilà, je vais écrire ici. Je vais écrire comme ceci. Quand j'écris comme ça, max, eh bien, je vais copier ça. Si j'écris comme ça, alors je dis que ça, c'est une fonction qui prend en entrée deux paramètres et retourne un paramètre. Et si je mets la parenthèse comme ceci, observez bien. Alors, j'ai plutôt deux groupés. Qu'est-ce qu'on entend par ceci? On s'entend que je prends en entrée un paramètre de type A et je retourne ceci. Ceci représente quoi? Ceci représente une fonction qui prend en entrée A et retourne A. Est-ce qu'il me fait comprendre là? Pas bien, pas bien. Tu n'as pas compris? Oui, oui. Il y a l'autre qui est parti. Pour les parties, ce n'est pas grave, on va continuer. Lorsque j'écris comme ci, j'écris comme ceci. Comment on interprète ça sur Haskell? Une fonction qui prend en entrée un type A et retourne un type A. D'accord? Exact. Ok. Si je fais comme ceci, ceci est donc une fonction. Oui. D'accord? Oui. Oui. Et tout ceci, lorsque je prends tout ceci, c'est aussi une fonction. Oui. Oui. Et si j'ai regroupé comme ceci, par rapport à la flèche-ci, voici l'entrée. Voici la sortie. Ici, la sortie est une fonction. L'entrée est un type simple qui n'est pas une fonction. Un élément de type simple qui n'est pas une fonction. Mais ce que ordre me dit, ce que Max me dit, c'est que l'élément là doit implémenter ordre. Donc, en réalité, lorsque je mets la parenthèse comme ça, il n'est rien changé sur la. D'accord. En réalité, je n'ai rien changé. Lorsque j'écris comme ceci.
Donc, tu écris comme ceci, ou bien on écrit comme ceci, sans les parenthèses. Tu vois que ça revient à la même chose. Mais seulement que la façon que Haskell interprète, c'est que celui-ci prend en entrée deux paramètres et retourne un élément en sortie. Alors que ici, il dit bien, tu es en train de dire que je veux un seul élément en sortie, en entrée. Mais en sortie, c'est plutôt une fonction. D'accord. Mais dans le fond, il n'y a rien de changé. Je peux écrire ici, comme ça, max. Oh là là, j'ai un problème. Voilà. C'est Internet. Je peux aussi écrire, par exemple, comme ça, max de 2. Est-ce qu'on comprend directement que j'ai utilisé plutôt cette forme? Si je tape entrée, qu'est-ce qu'il dit? Pareil. Ah oui, ce n'est pas un problème. Ce n'est que parce que je n'ai pas les fonctions. Ceci étant une fonction, ça ne peut pas afficher. Donc, lorsque j'écris comme ceci, max 2, est-ce que lui utilise et comprend que si je n'ai pas passé le deuxième paramètre, je sais prendre plutôt la forme aussi. Ça veut dire que max 2 comme ça, la fonction de ce qui retourne est une fonction. Tu comprends un peu? Donc, ce qui est retourné ici est une fonction. C'est bon? Oui, moi je comprends. Voilà. Maintenant, je lui passe un deuxième paramètre. Je mets par exemple 1. Je mets par exemple 1. Lui, il va fonctionner avec le deuxième. Il va plutôt prendre cette définition que tu as invoquée. Il va me donner le résultat. C'est vraiment un problème. Hein? La connexion est instable. Ouais, là, ça prend. C'est revenu. J'ai la B. C'est parce que moi-même, je suis en train d'appliquer au même moment, donc c'est bon. Ah, ok. Donc, si j'écris comme ceci, je dis que tout ceci, considère ça comme une fonction. Je prends ça comme un résultat. Je suis en train de prendre la deuxième forme. Ça veut dire que j'ai pris max de 2, c'est le max ici, on applique le 2 ici. Le résultat est une fonction. Donc, max de 2, c'est une fonction auquel je peux passer donc une autre variable, par exemple, un autre argument. Donc, à la fonction là, de retour de max de 2, je passe 5 et j'obtiens encore le bon résultat. Alors, c'est cette façon d'agir de Haskell qu'on appelle le curry. C'est-à-dire que j'ai informé, si j'ai par exemple une fonction myFun comme ceci, qui prend en entrée int comme ça, int flash, je dis quoi, car flash string flash int comme ceci. Alors je peux commencer le regroupement comme ça. On appelle le write associative.
Je dis que ma fonction myFront prend en entrée i et retourne une fonction qui prend en entrée k et retourne une fonction. Donc, je peux encore rectifier comme ceci. C'est bon. Bon. Ah, donc, je comprends quand vous étiez en train de dire tout à l'heure que avec ce langage, on peut avoir une fonction qui utilise pour, bon, une variable qui utilise pour sortir notre fonction ou même plusieurs autres fonctions. C'est-à-dire que Haskell fonctionne avec, à la base, avec les fonctions qui ne prennent en entrée qu'un paramètre et retournent un paramètre. Donc, c'est voilà l'élément d'entrée, voilà un seul élément de sortie. Un élément d'entrée, un élément de sortie. Mais celui-ci de sortie prend en entrée un élément d'entrée et un élément de sortie. D'accord, d'accord. C'est successivement. Successivement. Donc voilà comment lui, il arrange à la base pour ne fonctionner qu'avec un paramètre d'entrée et un paramètre de sortie. Voilà comment il fonctionne à la base. Donc c'est cette notion-là qu'on appelle le curry. D'accord. Quand mettre des parenthèses ou pas, ça interprète de la même façon. Oui, donc c'est ce qu'ils appellent le right associative. D'accord. Donc, ce qu'on appelle les higher orderism ou bien les higher order functions, c'est les fonctions qui prennent en entrée une fonction et retournent une fonction. Par exemple, ici, voilà ce qu'on appelle apply twice. Apply twice prend en entrée une fonction. C'est le type de fonction. Il prend aussi un paramètre qui est du même type que le paramètre d'entrée de la fonction. Et voilà le paramètre de retour. Le dernier élément là indique le paramètre de retour. Il doit toujours exister. Donc, il peut ne pas exister ceci, mais le dernier doit toujours exister. Donc, voilà le paramètre de retour. Apply twice veut dire applique deux fois. Applique deux fois la Oui. fonction f. Or, voilà x, qui est le deuxième paramètre. Le f6, c'est le premier paramètre. Oui. Donc, on a les deux paramètres. Comment on utilise les deux paramètres? Je pourrais du coup faire f de x. J'enlève ça. Ça peut donner même le bon résultat. Ça ne va pas se plaindre. Donc, comme je dis que je vais appliquer deux fois f, applique deux fois f à x, j'ai d'abord appliqué. Le résultat obtenu, comme c'est un a, et le a là, c'est le type d'entrée de f, je peux encore appliquer f au résultat. C'est bon? OK. Donc, tu peux faire la même fonction, tu dis apply, je ne sais pas, 5 fois. Au lieu de toi, tu dis 5. Tu fais donc F3 5 fois. Ça ne va pas gêner. Parce que selon euh, la signature de F, on appelle aussi la déclaration de la signature. Oui. OK. Oui. Donc, d'après la signature de F de la fonction, tu peux appliquer autant de fois. Tu vois les valeurs d'entrée et de sortie sont là. F de x est un A, et le AC. On écrit comme ça, F de x, c'est un A, et le AC. Et je peux encore appliquer F dessus. Mais le AC, c'est le même A qui est là-bas. Donc, il n'y a pas de souci. Ce serait tout les sorties de ma fonction principale. OK. OK. Donc, je prends donc les fonctions avancées sur les listes. Les fonctions avancées sur les listes, nous avons la map. Peut-être sur d'autres langages, il y a la map. Mais la map, c'est quoi? La map, c'est une fonction qui prend en entrée une fonction et une liste. Et à chaque élément de la liste, applique la fonction. Il a noté que, regarde le type d'entrée de la fonction que la map prend en paramètre. Le type d'entrée, c'est un A. Et le même A là-bas.
Le type de sortie, c'est un B. C'est le B qui est là. Bon. Sous forme de liste. Oui, sous forme de liste. Donc, il y a deux paramètres qui sont pris en entrée. Le premier paramètre est une fonction. Le deuxième paramètre est une liste. Et comme la liste, c'est une liste des éléments de type A, je peux donc appliquer la fonction ci. Cette fonction-ci prend en entrée les types A. Donc, je peux appliquer la fonction ci à chaque élément de la liste. Ce que j'obtiens en sortie, c'est les éléments. C'est une liste d'éléments de type B et le type de sortie de la fonction. Et voilà un peu sa définition récursive. C'est défini de façon récursive. Voilà comment c'est défini. Et ça utilise dans le pattern matching. Ça, ce n'est pas le word. Ça, c'est le pattern matching. On définit, quelle que soit la fonction que tu vas mettre là-bas. Si tu as une liste vide, alors la map va prendre une liste vide. Si tu as une fonction avec un élément et le reste de la liste, donc ça c'est comme le thème, le reste de la liste, alors on aura f appliqué au R de là, auquel on prépeigne à la map du reste de la même fonction, map qui utilise la même fonction avec le reste de la liste. Ça c'est le reste de la liste. Ça c'est écrit comme thread avec thème. Ouais. Voilà comment c'est défini. Tu vois, on définit la map dans la définition de la map où tu as ton map. C'est ça qu'on appelle dans la définition de QC. Donc, lorsqu'on fait un map, lorsqu'on écrit comme ceci, plus 3, ça veut juste dire que c'est la fonction, c'est l'opération plus. L'opération plus prend deux paramètres. On lui a passé un paramètre qui est 3. Donc, on a pris une fonction. Tout à l'heure, j'ai expliqué ça ici. Lorsque j'introduisais ceci, le query function. Oui. Lorsque j'écris donc plus 3, en fait, c'est la fonction plus qui prend en entrée deux paramètres. Mais comme on lui a passé, on lui passe un paramètre, on obtient plutôt une fonction. Donc, oui, on obtient une fonction. Donc, c'est cette fonction-là, on lui a déjà passé le paramètre 3, on a obtenu la fonction qui attend un deuxième paramètre pour faire l'addition avec 3. D'accord. Donc, ça veut dire qu'avec la même fonction, on peut faire, par exemple, une table de multiplication. Pardon? Avec la même fonction, on peut faire la même fonction récursive. On peut, par exemple, décider de faire la table de multiplication de 3, par exemple. Effectivement, en ce moment, à la place de plus, on va mettre fois. Donc, étoile pour la table de multiplication. D'accord. Donc, tu vois, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la fonction si on applique à 1. Donc, lorsqu'on fait plus 3 appliqué avec 1, ça devient plus 3 plus 1. Ça donne 4. Si on prend la fonction là, on applique à 5. Ça fait 5 plus 3, 8. Si on prend la même fonction, on applique à 3. 3 plus 3, 6. On applique avec 1. On fait 3 plus 1, 4. Et on applique avec 6. Ça fait 3 plus 6, 9. Donc, la map prend donc une fonction et applique la fonction sur chaque élément de la liste. Nous avons la fonction filter. La fonction filter lui prend en entrée une fonction, une liste, et sort en retour une liste du même type que la liste d'entrée. Mais il faut observer que ici, la fonction qui est le premier paramètre prend en entrée un élément du même type qui est le type de la liste et retourne un booléen.
Donc, une fonction qui prend en entrée n'importe quoi de bien booléen, on les appelle généralement les prédicats. Donc, c'est la fonction qui filtre les éléments de la liste ici qui vérifie le prédicat. Donc, voilà comment c'est défini. C'est défini aussi de façon récursive. Si la liste est vide, alors on a toujours le filtre de une liste vide. On s'en fout du prédicat qu'on a passé. Lorsqu'on passe le prédicat avec une liste, on a la tête de la liste, on a le tel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit que si le prédicat est vrai, et si on a utilisé le boire pour définir, on dit OK, si le prédicat est vrai sur la tête de liste, alors la tête de liste fait partie du résultat final, auquel on filtre le reste de la liste. Ça, c'est le thème. On filtre le reste de la liste avec le même prédicat. Le P là, c'est le même P. Mais seulement que la liste de départ n'est plus. La liste, c'est le reste qui est le thème. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si le prédicat n'est pas vrai sur le premier élément, alors le premier élément ne fait pas juste partie de la liste. On filtre sur le reste de la liste. Il faut voir que ce résultat, c'est le même. On fait le filtre sur le reste de la liste. Lorsqu'on note comme ceci, on a vu l'opérateur supérieur qui prend en entrée deux éléments et retourne donc un booléen qui dit que le premier élément est supérieur au deuxième. Donc, ceci, c'est pour filtrer les éléments qui sont supérieurs à true. Oui. Alors, on vient dans la liste ici, on filtre les éléments qui sont supérieurs. D'accord. Tu peux utiliser toi-même ton propre prédicat. Hein. Tu définis le prédicat et puis tu passes au prédicat ici. Oui, je vois, je peux mettre supérieur, inférieur ou bien même différent avec Oui, le slash tu égal. peux même définir, toi-même dans la définition de ta fonction, tu dis, tu fais tes combinaisons que tu veux. Oui. Oui. Et maintenant, tu passes la fonction là ici. Parce qu'elle ne va pas se plaire. Il sera très compliqué. Donc, nous avons le fold. Alors, le fold, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le résumé d'une liste. Nous voulons faire le résumé sur une liste. Par exemple, je vais dire que nous voulons sortir sur une liste la somme. La somme des éléments d'une liste. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La bonne façon dont on fait sur d'autres langages, c'est on crée une variable. Chaque fois, on fait une boucle. À cette variable, chaque fois, on vient l'ajouter, on vient implémenter l'élément de la liste. Avec la boucle for, par exemple. Oui, avec la boucle for, ou bien la boucle while, on vient faire la somme dessus. Mais comme je disais tout à l'heure, Haskell, lui, il ne pourrait pas utiliser ces choses. Parce que Haskell n'aime pas les side effects. Déjà là-bas, tu prends une variable, tu la changes chaque fois. Sur Haskell, lorsque tu définis une variable, tu lui donnes une valeur, tu ne peux plus changer la variable. Donc, le type de boucle for pour faire par exemple la somme des éléments d'une liste. Sur Haskell, tu ne peux pas utiliser un for ou bien une boucle pour le faire. Alors, tu peux utiliser plutôt les fonctions comme for. Alors, for prend en entrée plutôt une fonction. Il y a deux types de fold. Il y a le folder left et le folder right. Ici, c'est le folder left, folder avec L à la fin. Folder left. Qui prend en entrée une fonction qui prend en entrée deux paramètres. Le type du premier paramètre c'est B, le type du deuxième paramètre c'est A, et une sortie
le type du premier paramètre d'entrée. Puis, un deuxième paramètre qui est le paramètre d'entrée de la fonction qui est le premier paramètre. Puis, une liste. Et à la sortie, nous avons un élément simple. Alors, le premier, c'est la fonction du for. Celui-ci est appelé l'accumulateur. Voici en vérité la liste sur laquelle on fait le folding. Donc, on fait le parcours. Ça, c'est la liste d'entrée sur laquelle on fait le parcours. Ici, on appelle accumulateur. Donc, l'élément sur lequel on vient chaque fois accumuler. C'est cet élément-là qui est passé ici en entrée avec celui-ci, qui est l'élément de la liste, l'élément courant de la liste. On a été coupé quelques secondes. On a été coupé, c'est un problème d'Internet. Je partage mon écran. C'est bon? Là, c'est bon. OK. Donc, comme je disais tout à l'heure, avant que je ne sois coupé, ici, nous avons donc l'accumulateur. Le paramètre qu'on met à la deuxième position, c'est l'accumulateur. La liste sur laquelle on parcourt, la liste d'entrée, c'est le troisième paramètre là. Ici, nous avons donc la fonction qui nous définit comment combiner un élément de la liste et l'accumulateur pour retourner le prochain accumulateur. Donc, celui-ci, c'est l'accumulateur courant. Celui-là, c'est l'élément courant de la liste sur lequel on se trouve. Les deux sont combinés dans cette fonction pour obtenir le prochain accumulateur. Voilà un peu comment ça se dit. Donc, si on fait par exemple, voilà comment le fold est défini. Fold left. Nous avons dans la fonction, nous avons l'accumulateur, nous avons la liste. Si la liste est vide, alors on retrouve l'accumulateur terminé. Dans le cas contraire, si la liste n'est pas vide, la liste est formée du premier élément et du reste, donc du head et du tail. Et nous avons donc l'accumulateur. Comment définir dans le fold left? Alors, le fold left, je peux faire le fold en utilisant la même fonction. Mais l'accumulateur, c'est la fonction là appliquée à l'accumulateur de départ et le head. Et la liste qu'il faut utiliser là-bas, c'est plutôt le tail. Voilà comment c'est défini de façon précise. Donc, je vais laisser le son pour qu'on utilise le fold right, qui est similaire au fold left. C'est même que sa définition est un peu différente. Mais ils ont des similitudes. Par exemple, la fonction somme, on peut faire le fold après la fonction somme, le somme prix. Allô Yannick, tu m'entends? Allô?
Allô Yannick, tu m'entends? Oui, très bien. D'accord. Donc, j'étais donc sur le folder right et je disais que le folder right est similaire au folder left. Mhm. Donc, je te laisse le soin de lire et de comprendre toi-même ce qui se passe dans le folder right. Donc, nous avons une implémentation de somme ici qui a été effectuée avec le folder left. Mhm. Et ici, tu vois donc que la fonction qui a été passée à la fonction left, c'est une fonction anonyme. Qui dit que c'est une fonction qui prend en entrée deux paramètres. Le premier paramètre, c'est celui-là. Le deuxième paramètre, c'est celui-là. Et donne en sortie le paramètre qui est la somme des deux. Mhm. C'est bien une fonction. Nous avons ici l'accumulateur qui est une fonction du type là, qui est bien 0. Et nous avons donc notre, euh, notre liste qui est XS. Et voilà, tout est parti. Si on applique ça à la fin, notre fonction somme à cette liste après la somme des éléments. Alors, qu'est-ce qui se passe? Folder dit que, OK, je vais prendre 0, folder left. Je vais appliquer encore folder left au, au reste d'éléments. Mais en utilisant à cette position la somme de ce de 0 et du premier élément. C'est ça qui est expliqué ici dans ce schéma. Voilà l'accumulateur. Je prends le premier élément qui est 3, je combine avec l'accumulateur et j'applique maintenant la fonction fold sur le reste de la liste. Mhm. Pour l'accumulateur maintenant 3. Puis je sors 5 pour fabriquer le prochain accumulateur. Ça me donne 8. Et j'applique la fonction fold avec 8 sur le reste de la liste. Ainsi de suite, on obtient tout. Il y a des questions? Ok. En fait, si je comprends bien, là, dans la structure de folder left et folder right, ça veut dire que le folder left, là, lui, on est en train de faire une sorte d'opération. Je ne vais pas dire addition, puisque là, c'est le cas spécifique de l'addition. On est en train de faire une sorte d'opération qui prend les éléments avec le premier élément situé à l'extrême gauche pour l'associer, pour faire une opération avec les éléments qui vont vers la droite. Et je crois que le folder right, ça va peut-être partir de la droite vers la gauche en fixant l'élément de droite pour faire une opération vers celui de la gauche. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, c'est bien ça. Ça va commencer vers la droite avec le folder right. D'accord. Mais pour arriver à droite, il commence toujours à gauche. Il va commencer à gauche, mais il garde en mémoire. Mhm. Oui. Il ne OK. finit pas celui qui est à gauche, il, il plonge sur celui qui est à droite. Oui. Oui. À l'extrême droite. Non, il plonge sur le suivant, mais il ne finit pas le calcul. Ah, d'accord. D'accord. Le problème, c'est qu'il ne finit pas le calcul parce qu'on regarde sa définition. Dans la définition, on dit que c'est ça, folder right, non? Oui. Oui. C'est F appliqué. On applique F Mhm. à la tête, au premier élément de la liste. La tête de Mhm. liste. Correct. Mais c'est le folder sur le reste de la liste en utilisant la même fonction et le même accumulateur. Donc la fonction FC est un peu suspendue parce que c'est deux paramètres, le premier paramètre qui est X et le deuxième paramètre qui est tout ceci. Ceci n'est pas encore calculé. Donc pour calculer ceci, la fonction f de ceci, il faut qu'il calcule encore fort.
tombe dedans, il refait encore quelque chose qui ressemble à ça. Il fait avoir f avec le deuxième élément, suivi de fold de f avec l'accumulateur et la liste sur laquelle on a enlevé déjà les deux premiers éléments. Oui. Tu vois qu'il veut calculer f du premier élément et de quelque chose qui n'a pas encore. Il commence, il continue. C'est pour ça qu'il dit qu'il garde les résultats partiellement. Il dit je peux calculer. Jusqu'à quand il va arriver au dernier élément, il va s'arrêter. Il aura le dernier, il va remonter progressivement. En fait, c'est ce qu'on appelle le backtracking. On suspend le calcul de quelque chose. On va en profondeur. pense que c'est dans les exercices d'application au niveau de la console là que ça va un peu bien s'éclaircir. Parce que là, je crois qu'on est encore en train de juste voir les différentes syntaxes. Donc, pour juste bien écrire. Je peux te l'expliquer, c'est parce que je trouve qu'on a passé le temps, peut-être demain, on peut prendre le temps pour expliquer. D'accord. Et le document en question que vous partagez là, les liens que vous m'avez envoyés par mail, là, je peux retrouver le document là-bas. Oui, c'est sur notre guide. Je crois que D'accord. dans le mail, on a bien spécifié. Mhm, mhm. Oui, dans le mail, c'est spécifié. Donc, en lisant le mail, tu vas retrouver le document. D'accord. Et Merci. quand j'espère que l'anglais ne te dérange pas. Non, non, non. J'ai quand même fait 3 ans dans la partie anglophone, donc j'ai pas de problème avec la langue. Ah, d'accord. Donc, nous avons un projet de traduire ces documents aussi en français. D'accord. Oui, donc nous aurons un peu plus tard la version française de ces documents. Donc, ceux qui voudront lire en anglais, vont lire en anglais. Ceux qui veulent lire en français, en français. Parce que généralement, quand tu parles en anglais et que tu veux venir maintenant sur l'éditeur pour écrire quand tu apprends en français pour venir sur l'éditeur et écrire en français les fonctions et autres en anglais, ça va te déranger. Donc, mieux tu te mouilles une fois en anglais. Effectivement, effectivement. Bon, voilà donc, on continue, on, on force un peu, on finit ces quelques notions. Donc ici, c'est une autre fonction qu'on appelle de là, qui est la fonction, l'application des fonctions. Alors, la fonction de là prend en une fonction qui va de A à B, A, et retourne B. Donc, on applique juste la fonction F à A. Donc, on a un F qui prend en entrée et un X qui est un A. F, c'est une fonction qui va de A à B. Donc, F de X est un B. Oh, la fonction $$ est très importante parce que ça joue le rôle de précédence. Ça te dit tout simplement que quand j'écris comme ceci, fais-moi le calcul de tout ce qui est d'abord à droite. On va appliquer la fonction. Je veux couper comme ça. Donc, si j'ai, par exemple, je vais prendre quoi? Je vais prendre l'exemple qu'on a donné ici. Calcule le square. Oui. Si j'ai le square de ceci, alors sur Haskell, qu'est-ce qui va se passer? On dit tout simplement que calculer la racine carrée. C'est la racine carrée de 9, 12. De 3 plus 4 plus 9. Oui. Si on, C'est carré de 16. bon, tu as calculé comme ça parce que tu t'es dit qu'on va d'abord faire 3 plus 4 plus 9. Alors, Haskell va faire plutôt racine carrée de 3
qui va additionner à 4. Qui va additionner à 9. Donc, il va faire 4 plus 9, le tout additionné à racine carrée de 3. Voilà comment est-ce qu'il se passe à comporter. Donc, si nous voulons avoir la racine carrée de 3 plus 4 plus 9, il faut mettre un dollar ici, tout simplement. Vous dites que voici la fonction d'entrée. Et ce qu'on passe, le deuxième paramètre qu'on passe à dollar, c'est ce qui est à droite. En ce moment, il va faire le calcul de 3 plus 4 plus 9. Et voilà comment la bonne écriture s'écrit. Si tu veux que ça passe, la racine carrée de 3 plus 4. Je vais prendre la fonction ici et je vais l'appliquer à tout ce qui est ici. Le résultat de ceci. Donc voilà, on a la composition des fonctions et le f rond g. En mathématiques, on appelle ça f rond g et le f de g. Voilà comment c'est défini. Alors, sous Haskell, on utilise le point. C'est la fonction point. Qui prend en entrée une fonction qui va de B vers C, une autre fonction qui va de A vers B. Il faut noter que le type de sortie de la fonction, c'est le type d'entrée de la fonction. Le type de sortie de la deuxième fonction, c'est le type d'entrée de la deuxième. Et on a donc le type d'entrée de la deuxième fonction, le type de sortie de la. C'est la remarque qu'il faut faire ici. On te dit que donc f composé avec g, c'est tout simplement la fonction qui a x plus aussi f g de x. On peut définir ce le number expression. Bon, voilà. Il y a une autre notion qu'il faut introduire. Je ne sais pas si c'est approprié. Si tu as encore de l'énergie, je peux continuer à introduire. Mais je préfère garder ça peut-être pour demain. On introduit cette notion demain, on fait les exercices. Pardon? Ok, c'est bon. C'est bon, ça veut dire que demain... Attends. Demain, on finit avec cette notion qui nous prend 15 minutes. C'est la notion des classes. On en a déjà parlé. On va juste faire cette. D'accord. Donc, on pourra faire peut-être une heure autour. Parce qu'il prend autour 30 minutes pour faire ça. D'accord. Le post-contact, autour 30 minutes avec le type test. Puis on passe aux exercices. On fait les exercices pendant 12 heures, c'est bon. On finit les 3 heures. D'accord. Ce que je vais faire, donc je vais rentrer dans le lien